13e monde. Et si on s'écoutait parler? Bonjour à ceux qui sont présents et à nos fidèles qui vont suivre cette émission. Aujourd'hui, avec tous les problèmes qui se passent sur le racisme, le pouvoir, les films qui sortent, les propos racistes ou jugés ou pas racistes, l'opinion envers la Miss France, on va essayer de voir pourquoi, comment on est arrivé là. On n'avait pas ça avant, on voyait peu de racisme, en tout cas frontalement comme ça. Donc pour ça, on va introduire avec Aja, qui va nous parler de la marche. Ensuite avec Fanta et Adja qui vont nous parler de l'affaire Taubira. Ensuite Sarah qui va nous parler de Miss France et de ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui vis-à-vis de son élection. Ensuite Paul et Aminata vont nous parler des mouvements qui sont pour, on va catégoriser de pour le racisme, enfin, contre la diversité et pour le mélange culturel. Ensuite, on va avoir un débat où vous pourrez participer et dire ce que vous pensez. Dans tous les cas, on va participer si vous avez quelque chose à dire. Il suffit de dire je pense que non, il faut faire des choses concrètes, le problème il vient de là ou de là. C'est ouvert à tout le monde. Donc, pour commencer, Aja, on va parler de la marche. Pas que de la marche. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous proposer une série de mots. Je vais vous demander d'un petit peu d'imaginer ce que ça vous évoque. Si je vous dis blonde, si je vous dis homo, arabe ou noir. Figurez-vous qu'après une étude scientifique, les mots qui se rapportent le plus à cette série que je viens de dire, c'est nunuche, efféminé, terroriste ou sale. Et oui, nous avons tous des stéréotypes, tous des préjugés concernant les autres. Nous construisons ces stéréotypes pendant notre enfance, mais contrairement à ce qu'on croit, ça affaiblit énormément notre connaissance de la réalité. Et ça nous rend même parfois racistes. J'ai vu récemment une émission sur France 3, Les Citoyens de demain, qui parlait d'un jeune garçon âgé de 13 ans, appelé Mathéo, qui en Savoie a été victime à cause de la couleur de ses cheveux. Malheureusement, ce garçon a fini par riposter en se suicidant. À votre avis, quel est ce phénomène ? Tous les victimes de racisme ne choisissent pas cette voie pour répondre. Certains ont répondu autrement à cet acte de violence morale. C'est le cas de 3 jeunes de la banlieue sud-lyonnaise en 1983 qui, après réflexion, ont décidé de faire face à cette haine raciale en se lançant dans une marche pacifiste entre Marseille et Paris pour dénoncer les inégalités à l'égard des personnes issues de l'immigration. Vous avez sans doute une idée de ce dont je vous raconte. J'imagine que vous avez tous vu les différentes affiches du film réalisé par Nabil Benyadir intitulé La Marche, sorti au cinéma le 27 novembre dernier, à l'occasion du 30e anniversaire de la Marche des Beurs. Ce film nous conditionne notamment sur les manières dont les minorités subissaient le racisme il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce phénomène a beaucoup évolué. Qu'est-il devenu ? Afin de répondre à cette question, nous avons donc organisé le débat de genre. Merci. Adja. Donc, avant d'introduire Fanta et Adja qui vont parler de Taubira, t'as vu le film ou pas ? Même pas. Donc, tu penses qu'il vaut le coup ? Tu l'as vu ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai trouvé qu'il était bien, mais finalement, ce qu'ils ont fait, est-ce que ça a servi un temps, mais est-ce qu'ils ne seraient pas déçus de voir ce qui est devenu maintenant leur marche et de voir qu'il y a toujours autant de racisme en fait. Peut-être aussi. Pour ça, là où tu veux en venir. Comment ? Ouais. La croix gammée sur le dos d'une des actrices, moi je trouve ça c'est trop exagéré. Après, ils n'ont pas forcément fait ce genre d'actes. Après, c'est des choses pour marquer justement les personnes. C'est de la fiction. Dans la fiction, c'est pas un mouvement politique. La marche n'est pas
Est-ce que tu peux nous raconter un peu le film? Si je le fais, personne ne voudra aller le voir. Il faut laisser un petit peu de suspense. Raconte un peu le film. Grosso modo, ils reprennent la marche de 1983. Oui. Enfin, c'est des jeunes qui se font un petit peu agresser. Enfin, pas vraiment. Enfin, il y en a un qui se fait agresser par le chien d'un flic. Et puis les autres voulaient un petit peu entrer dans la bagarre, on va dire un peu. Oui, c'est pas ça. Donc voilà, il y en a un qui se fait tirer dessus et il pense, au début, il pense aller se venger d'une manière violente, on va dire. Puis après, avec le prêtre de la ville, il décide de faire autrement. Puis je vous dis pas la fin. Voilà. Mais dites même pas le début alors. Oui, je veux pas raconter le film en détail, justement. En gros, c'est ce qu'on n'a pas vécu en 2005 en fait. Pour ceux qui se rappellent, Naziel, si je ne me trompe pas, c'est décidé pour rien. Et eux n'ont pas voulu répondre par la violence, comme ça s'est passé à Clichy-sous-Bois et dans l'autre ville du 93. Vu qu'on avait Tanneuse, on sait de quoi on parle. Donc, il est intéressant d'aller voir ce film pour vous, pour comprendre aussi l'histoire qu'on n'a pas eue à l'école. Parce qu'en fait, la marche, qui connaît la marche? Personne. Pourquoi? Parce que c'est pas dans les manuels scolaires. Parce que c'est pas considéré comme l'histoire de la France par les institutions. C'est un mouvement qui a été fait par le club, une minorité de personnes. Donc ça a été repris dans les cours d'hiver, par les journaux, mais ça n'a pas été repris dans les manuels scolaires. Donc on n'est pas au courant si on n'a pas vu le film. Mais qu'est-ce que c'est que cette marche? Moi, si j'ai pas vu le film, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je comprends pas, vous me parlez d'une marche, je ne sais pas quand elle a commencé, quand elle a fini, avec combien de temps. Comme l'a dit Hajar, ça a été fait en 1983. 1983 par un petit groupe de personnes de la banlieue lyonnaise. Et ils ont essayé de répondre en ameutant un maximum de personnes à leur cause pour marcher jusqu'à Paris en fait. Donc on appelait ça, les journaux appelaient ça la marche des beurs, mais il n'y avait pas que des beurs, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des Français en fait qui étaient là tous pour la même cause, contre le racisme et pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui des fois, quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on voit des gens des fois dire sale arabe, sale noir ou quoi que ce soit, des choses qui peuvent nous blesser au plus profond de nous-mêmes, sachant qu'avant il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc pour faire parler de soi, il fallait faire des choses concrètes, c'est-à-dire faire une marche de Lyon jusqu'à Paris. Donc on a eu la chance, dommage qu'elle n'est pas là, d'avoir une fille qui a son père qui était un marcheur. Elle aurait pu nous raconter un peu comment son père avait vécu, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Dommage, mais en tout cas c'est une démarche qu'il faut revoir et que j'encourage vraiment à aller prendre son billet, son ticket de cinéma et aller regarder pour voir vraiment ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui on en reparle. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de Taubira récemment. C'est le ministre de la Justice française depuis le 16 mai 2012. Autour d'elle, elle est à l'origine de deux lois importantes. Alors la première, c'est la loi Merlin-Muriel qui reconnaît en tant que crime contre l'humanité l'esclavage et la traite négrière. Elle a été votée en 2001. La seconde loi, vous avez tous entendu parler de cette loi, c'est la loi qui autorise le mariage homosexuel qui a été votée en 2013. Donc elle devient la cible de plusieurs dérapages racistes, notamment de différents partis politiques. Le premier vient de Claudine Declercq, c'est une élue UMP de Comble-la-Ville, qui a posté sur son compte Facebook une photo de Christiane Taubira qui remplaçait la photo de Banania, vous connaissez bien le lait chocolaté Banania, et à la place du tirailleur sénégalais présent, c'était la tête de Taubira, avec comme phrase écrit « Il n'y a pas bon Taubira, le petit déjeuner carcéral ». Donc du coup, elle a été virée de son parti après cet affichage. Le second, c'est Anne-Sophie Leclerc qui nous l'offre. Alors Anne-Sophie Leclerc, c'est une candidate FN. Alors elle voulait se présenter aux élections municipales à Rethel. Alors elle, en fait, sur son compte Facebook encore, elle a posté une caricature de Taubira qu'il a représentée avant, après. Donc après, on avait Taubira, mais avant, c'était la photo d'un bébé singe. Et donc, ce n'est pas tout, parce que sur l'émission d'Envoyé spécial sur France 2, elle s'est exprimée en disant « À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir au gouvernement. Franchement, c'est une sauvage arrivant à la télé avec un sourire de diable. » Donc ensuite, elle a été exclue du parti du Front National.
Et encore un dernier dérapage qui s'est passé pour Taubira, c'est le jour d'une marche pour la manif pour tous. Une fillette de 11 ans, il y avait plein de gens qui étaient contre cette loi, en fait, qui étaient aussi là. Des parents, des enfants, 5, 6, 7 ans, 10 ans, qui étaient là. Il y a une petite fille de 11 ans qui a brandi une banane et qui lui a lancé en la traitant de guenon, on va manger ta banane. Donc du coup, autour de ça, il y a eu plusieurs réponses, notamment sur, je ne sais plus quelle chaîne de radio, etc. Il y a eu des réponses sur ça. On ne peut pas oublier aussi la une du quotidien Minute. Alors, c'était une où il avait écrit Malik comme un singe, Taubira retrouve la banane, et ça a suscité un tollé vraiment très important de la part de plusieurs journalistes, plusieurs personnalités. On a eu d'ailleurs, je crois, la réponse d'Harry Roselmack. Bien sûr. Harry Roselmack a fait une tribune dans Le Monde en déplorant le retour de la France raciste. Parce qu'au départ, lui, il n'a jamais eu le sentiment de ne pas être un Français. Mais après tout ce qui s'est passé autour de Taubira, justement, il a fait une tribune en expliquant que lui, c'est qu'à partir de maintenant qu'il sentait qu'il y avait une recrudescence du racisme en France. D'où la tribune dans Le Monde. Il y avait des points forts comme je me sens nègre. Oui, c'est ça, sûr. Il a repris des termes violents. Et il faut le souligner. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Oh, métisse. Miss France. Le métier de Noir. Une musique qui, des fois, nous a fait rire. Et en fait, à tort, parce qu'avec la maturité qu'on devrait avoir en tant qu'étudiant, on devrait comprendre la complexité de la chose. Et ça va loin. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Je pense que samedi dernier, de nombreuses personnes d'entre nous, on était tous devant nos écrans pour regarder Miss France. Cet événement a vu Miss France Flora Coquerel être nommée Miss France. Et juste après cet événement, qui devait être un événement de joie et rassembler un peu cette France qui, comme dans la chanson d'Yannick Noah, métisse, elle a un peu cette France, actuellement elle est un peu métisse, avec deux personnes venues de différents d'horizons, avec différentes couleurs. En fait, c'était plutôt l'effet inverse qui s'est produit le week-end dernier, après l'élection de Flora Coquerel, qui est une Miss France franco-béninoise, d'une mère béninoise et d'un père français. En fait, on a eu de nombreux tweets, notamment sur Twitter, racistes, qui disaient que la Miss France devrait être blanche, que par sa couleur, elle était moche, qu'on a eu pas mal de haine de personnes qui ont dénigré cette Miss France juste par sa couleur, même pas en disant... après, on ne dit pas que Miss France, elle plaît à tout le monde, mais vraiment dire je ne l'aime pas parce qu'elle est métisse, parce que sa peau ne me correspond pas. On a vu que... les réseaux sociaux se sont un peu enflammés sur ça. On a eu pas mal de violences, de propos vraiment haineux sur ce sujet. Après, il y a eu le témoignage de Sonia Roland, Miss France 2000, qui a été posté sur le web. En fait, elle a donné son témoignage qu'elle-même, quand elle a été élue Miss France, je pense que de nombreuses personnes d'entre nous ne le savent pas, elle a été victime de racisme. Sauf qu'avant, ça n'avait pas autant fait grand bruit que maintenant. Il n'y avait pas encore ce phénomène de réseaux sociaux, cette envie de... Elle ne voulait pas en fait mettre en avant ce problème qu'elle avait eu du racisme pour pas que ça puisse un peu entacher son règne de Miss France. Elle avait parlé à Geneviève de Fontenay qui était en charge auparavant de l'élection Miss France. Geneviève l'avait dit, Sonia, faut que t'en parles. Elle avait un peu peur, elle disait, est-ce que si j'en parle, je vais pas être un peu victimisée? Est-ce que les gens vont pas plutôt m'inviter pour parler du racisme, pour pas au contraire montrer que je suis Miss France, montrer une image de la France qui est pas raciste. Elle voulait pas qu'en fait l'élection Miss France soit entachée par cet événement. Donc on voit que même si Miss France a été élue, on voit que de nombreuses personnes sont servies de cet événement pour desservir un peu leur haine. Et c'est vraiment dommage parce que l'élection Miss France à la base c'est pour rassembler tous les Français, c'est faire d'un événement que tous les Français se retrouvent un peu et plutôt que ça soit un événement de haine, plutôt que ça soit une célébration, que tout le monde se retrouve et qu'on puisse fêter ça en fait. C'est vraiment dommage que cette élection soit entachée par une minorité, c'est toujours une minorité de personnes qui font parler d'eux, mais malheureusement c'est dans une mauvaise direction. Merci Sarah.
Apprendre, comprendre, entreprendre, parce qu'on a mal. Pourquoi il y a des gens qui se battent pour et contre cette discrimination, qui pensent que il faut que la France soit totalement française, blanche et à leur image à eux. Et pourquoi pas la France qu'on a aujourd'hui devant nous, celle que je vois là aujourd'hui, là, où je vois des gens de différents horizons. Donc Paul, tu vas commencer. Oui. Donc bonjour à tous et à tous. Donc malgré les efforts qui ont été faits pour lutter contre le racisme, il y a toujours des mouvements, des partis politiques qui favorisent une certaine différence. Il y en a qui pratiquent l'ethno-différentialisme. Est-ce que quelqu'un connaît ce concept de néo-racisme? Personne? Alors en fait, ce qu'ils veulent, c'est que les communautés, les ethnies, elles doivent rester cloisonnées en fait. Elles doivent rester séparées, elles ne doivent pas se mélanger. Donc il n'y a pas de hiérarchie des races, pardon. Et en France, il y a beaucoup de partis politiques d'extrême droite qui sont accusés d'utiliser ce concept. Donc on peut parler du bloc identitaire, un mouvement social créé en 2003. Donc les idées principales, c'est qu'ils sont opposés au métissage. Donc ils veulent tous que les communautés restent entre elles. Ils aiment pas, ils sont hostiles à la domination américaine. Et surtout, ils sont très hostiles à l'impérialisme islamique. Et surtout, ils veulent renvoyer les immigrés dans leur pays. Mais vraiment, ils veulent pas de nouvelles vagues d'immigration. Donc ensuite, il y a un autre mouvement, le mouvement national républicain, créé en 1999, suite au conflit avec un autre parti d'extrême droite qu'on connaît tous, donc je citerai le nom après. Donc le président Bruno Maigret voulait la présidence du Front National, mais Jean-Marie Le Pen a appelé les autorités à demander à ce que Bruno Maigret soit exclu, donc il a créé son parti. Donc c'est aussi une droite nationaliste et conservatrice. Ils veulent également freiner l'immigration et expulser les étrangers en situation irrégulière. Donc ensuite là je vais parler du Front National qui a été créé en 1972. Donc on connaît Jean-Marie Le Pen qui a voulu être candidat à la présidence de 2002 également. Mais en 2011, sa fille Marine Le Pen, elle a pris la tête du mouvement. Et grâce à elle, on va dire, elle a apporté plus de féminité, de modernité en refoulant les anciens discours de son père et des anciens. Mais par contre, la priorité, c'est que, par exemple, si un Français et un étranger postulent pour un même travail et qu'ils ont le même niveau d'études, ils veulent donner la priorité aux Français. Et si l'étranger, même s'il est plus qualifié, va falloir qu'il le prouve, pardon. Donc ça donne un peu une discrimination quand même par rapport aux étrangers. Et puis il y a aussi les priorités au logement. Par exemple, c'est une priorité aux Français et non aux étrangers s'ils demandent des logements. Puis on va dire que le Front National, il monte en puissance, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, voilà, on critique François Hollande, on dit qu'ils sont assez mous, ils n'agissent pas, donc ce qui favorise la montée du Front National, qui sont qualifiés de droite de la droite. Donc, si je résume ce qu'a dit Paul, en gros, avant, on avait peut-être, quand on pense à Hitler, c'était une hiérarchie. Les blonds aux yeux bleus sont mieux que les gitans, les noirs, et puis etc. Là, c'est autre chose, c'est plus dans le sens vertical, mais horizontal. C'est chacun à sa place, et vous restez dans votre case et vous ne bougez pas, si j'ai bien compris. Donc, je ne sais pas pour vous si certains sont d'accord ou pas. Vous avez le droit de vous exprimer, je vois vous êtes très calme. Vous avez le droit de vous dire, ouais, bah non, c'est pas normal qu'on puisse me dire, bah non, ma place elle est là, si j'ai pas d'être là, je suis pas là, c'est tout, point. Si j'ai envie de faire les études et postuler à ce poste-là, il n'y a personne qui va venir prendre ma place parce que je ressemble moins à ce que je devrais ressembler selon eux. Donc on est comme on est. Donc Paul, il y a aussi des mouvements dont je vais en parler plus violents. Si vous connaissez les skinheads, c'est ça? Donc le Ku Klux Klan aux États-Unis qui sévissent aussi en France. C'est une réalité. Il y a des gens qui se font agresser. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un jeune homme qui est mort sous les coups de skinheads. Je sais pas si c'est des choses qui arrivent pas tous les jours. Il n'y a pas des morts tous les jours. Il y a des gens qui se font agresser pour leur couleur de peau, leur appartenance religieuse, pour leur aussi. Donc n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez quelque chose à dire. Donc ensuite il y a les mouvements plus positifs. Plus positif. Alors bonjour à tous. Alors je vais parler de l'association qui
contre le racisme et la discrimination. Bien que la France est devenue un pays quand même assez multi-ethnique et multiculturel, où vivent plusieurs origines et différentes religions en communauté. Alors, les discriminations raciales et xénophobes ont tendance à se banaliser, parce que ici, des associations existant en cette faveur sont présentes pour lutter contre ces injustices. On pourrait citer quelques exemples tels que la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et des citoyens, plus communément appelée la LDH ou la Ligue des droits de l'homme. Alors, cette association a pour but de lutter pour l'observation et la défense ainsi de la promulgation des droits de l'homme au sein de la communauté française et dans les lieux publics. Ou alors SOS Racisme, qui a été créé en 1984, dont le but est la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et plus en général, toutes les sortes de discrimination. Alors, mis à part les associations, un numéro vert et gratuit, le 114, qui est destiné à rassembler les plaintes contre les discriminations raciales et l'intolérance et les signalements de situations discriminatoires. Alors, plus concernant le 114, depuis sa création en 2000 jusqu'à présent, le numéro a reçu environ plus de 40 000 appels, ce qui est quand même énorme pour un pays assez diversifié comme la France. C'est ainsi que le racisme et les discriminations sont plus dénoncés en premier pôle dans le domaine de l'emploi avec 32,8%, les signalements dans la vie sociale et du voisinage avec 14,7%, l'accès aux lieux de loisirs avec 13,9%, l'accès au logement avec 10,8%, et enfin dans les relations avec la police avec 8,8%. Alors, le Nord et la banlieue parisienne, le Rhône et le Val-de-Marne sont les départements qui ont plus recueilli de signalements et des associations qui sont présentes pour trouver un moyen de faire appliquer la loi et afin de lutter contre l'indifférence. Leur dessein est d'organiser des opérations de flagrant délit qui ont été constatées par les huissiers de justice afin de porter plainte et dénoncer ce qui est contraire à la loi. Voici quelques fondations qui luttent contre le racisme et les discriminations. On pourrait citer la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, LDH, comme on a parlé au début, Amnesty International, sur la pôle internationale, la LICRA. Aussi le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, le MRAP, et SOS Racisme. Voilà. Merci. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. J'ai bien écouté ce qui se dit depuis tout à l'heure. Je voulais juste réagir sur 2-3 points. C'est Paul, c'est ça? Oui. Tu disais que le Front National voulait mettre en place certaines choses, notamment un CV égal ou un niveau de diplôme égal, privilégier les Français. Et j'ai envie de dire que malheureusement c'est déjà le cas, puisqu'il y a des études qui ont été faites, notamment par l'Observatoire de discrimination, et qui ont montré qu'à niveau de diplôme égal, une personne avec un prénom d'origine maghrébine par exemple avait 3 fois moins de chances de décrocher un emploi qu'un Français. Voilà, juste pour dire que c'est déjà mis en place. Je voulais dire autre chose. Tu parlais de la mort d'un jeune qui était d'extrême gauche, je crois, tué par un skinhead. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais juste attention de ne pas entrer dans le processus de discrimination, parce que je ne sais pas si on peut donner une histoire, je pense que si, c'était assez récent. D'après le principal témoin, qui était un vigile d'un magasin proche, il y avait eu un conflit entre des personnes d'extrême droite et d'extrême gauche, mais à la base, c'était, d'après les témoins, c'était les personnes d'extrême gauche qui étaient venues revendiquer des choses et chercher un peu les problèmes. Donc voilà, juste pour dire que faut éviter, faut faire attention du racisme, il y en a, c'est clair. Je pense que moi perso j'en ai subi, je pense qu'on en a tous un peu subi, mais de pas tout de suite entrer dans le processus de victimisation et dire parce que je suis noir et parce que je suis arabe, il s'est passé ci ou ça. Et enfin, dernière chose,
Tu parlais des moyens mis en place pour lutter contre les discriminations, enfin des choses qui sont mises en place. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, il n'y a rien qui est fait, puisque tout ça, c'est des paroles, mais dans les actes, concrètement, il n'y a rien qui est fait. Il y a eu la HALD, je ne sais pas si vous connaissez, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a été créée en 2001, je crois. Mais concrètement, il fallait... déjà, c'était super dur à prouver qu'on était discriminé. Donc concrètement, en plus de 10 ans, il n'y a quasiment aucun cas qui ont été examinés. Après, il y a une loi qui est passée, je crois aussi en 2001, où on a changé la charge, je sais pas comment on appelle ça, la charge de la preuve, où maintenant, si on veut porter plainte pour discrimination contre son employeur, avant c'était à nous de le prouver, et maintenant c'est à l'employeur de prouver qu'il n'avait pas discriminé. Donc voilà, c'est une certaine avancée, mais ouais, concrètement, perso, moi je trouve que c'est pas assez, hein. C'est des paroles, mais dans les actes, ça très peu de choses. Et on avance un peu sur le planning parce qu'on allait faire un débat justement, pas en parler, mais c'est très bien ce que tu dis et on entend très bien et tu nous introduis très bien. 13e monde, et si on s'écoutait parler? Donc, pour rappeler, nous sommes l'association 13e monde. Vous pouvez nous retrouver sur le site webradio-.univ Paris 13. Tout ce qui sera dit là, tout ce qui a été dit là sera mis en ligne avec la vidéo et le son. Donc vous pouvez retrouver tout cela sur le site aussi de la fac qui a un lien pour notre site. Donc aujourd'hui le débat, on va demander à Yacine Ajar de nous retrouver pour le débat. Donc la réelle question c'est: avez-vous l'impression qu'il y a une reconnaissance du racisme? Nous, ce qui disait qu'il n'y avait rien eu de fait. Il y avait des choses, mais c'était pas concret, c'est plus des paroles, des commissions, des actes un peu. Il n'y a pas grand-chose. C'est que des écrits, quoi. Ouais. Donc, pour revenir sur. On a eu en 83 la marche, mais qu'est-ce qui différencie la marche en 83 d'aujourd'hui et le racisme d'avant et celui d'aujourd'hui? Yacine, peut-être? Moi je pense qu'au niveau du racisme, il y a une reconnaissance d'un certain point de vue. Parce que par exemple, je vais prendre des affaires que à peu près tout le monde connaît ou a entendu parler. Par exemple l'affaire Mera, c'est pour dire qu'au-delà des actes qui ont été commis, on va dire ce qui a été mis en avant tout de suite, c'est sa confession religieuse avant tout. Donc ça je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas mélanger. Il faut quand même différencier les actes des confessions religieuses qui n'ont pas toujours à voir. Par exemple, dans ce cas, on a pointé le fait qu'il soit musulman et qu'il agit, on va dire, pour cette cause-là, pour avoir assassiné des personnes d'une autre confession. Alors que moi, je pense qu'il faudrait différencier quand même ces deux choses-là. Et qu'une personne, elle agit aussi, pas forcément selon ses convictions religieuses à chaque fois. Et aussi, par exemple, pour parler aussi d'une autre affaire qui a eu en 2010, par exemple, l'affaire de Saïd Bouarache, si on a qui connaissent. Saïd Bouarache, c'était un vigile qui s'occupait de faire la sécurité dans un magasin à Bobigny et qui a été agressé par 6 personnes entre 19 à 27 ans de confession juive. D'accord? Donc ces personnes, elles l'ont roué de coups, elles l'ont tabassé à mort et après elles l'ont balancé dans un canal, le canal de l'Ourcq. Il a été balancé dans ce canal-là. Il faut savoir que lors de cette affaire-là, la confession religieuse de ces personnes-là a été vraiment dite à la fin de l'affaire quasiment, ou a été omise par certains médias, voire beaucoup de médias. Donc c'est là où on peut voir quand même qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je suis pas en train de dire que forcément pointer du doigt, que ce soit le judaïsme ou l'islam, mais c'est vraiment différent. C'est pour dire qu'il y a quelquefois, il y a un amalgame qui est fait entre l'acte et la confession religieuse qu'il faut surtout pas mélanger. Et souvent, on en revient au racisme en disant que le musulman a agi de cette cause-là parce qu'il n'aime pas peut-être les juifs ou les chrétiens, etc. Alors que des fois, c'est pas forcément le cas. Quelqu'un est d'accord ou intervient? Palmyra? Et pour l'affaire Mera, par exemple, pour l'affaire Mera, ça a été prouvé que lui faisait bien partie justement de ce groupe-là des terroristes. Donc je ne vois pas trop le lien entre ça. Et par rapport à l'affaire deuxième affaire dont tu m'as parlé, c'est vrai que parfois on met plus l'accent sur telle personne parce qu'on pense que c'est eux qui ont une mauvaise image. Par exemple, les musulmans, c'est les Arabes. Les Arabes sont là, ils font n'importe quoi, ils volent, ils cassent,
ils battent les gens, ça je comprends, mais est-ce qu'on peut dire que oui, la police a préféré un peu victimiser ces juifs-là qui ont tabassé les vigiles? Je pense pas que ce soit la police, je reprends pour. C'est pas la police qui décide, c'est nous-mêmes en fait qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'il faut axer sur ça en fait, c'est la différence. Je donne un peu la réponse. La différence c'est que les réseaux sociaux ils limitent la frontière entre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut tous se retrouver sur les réseaux sociaux, dire n'importe quoi et que dans la seconde qui suit, 1500 personnes ont vu ce qu'on a dit. Une mauvaise blague, de mauvais goût, peut très vite se retrouver dans les mains de n'importe quelle personne influente ou non qui pourrait se sentir visée, qui pourrait aller juste porter plainte contre nous pour une mauvaise blague. Mais ça a prohibé tout ça. La vraie question, juste avant que je te coupe, la vraie question qu'on veut se poser aujourd'hui, en fait, c'est on voudrait savoir s'il y a une montée du racisme en France, si vous sentez que plus on avance, il y a plus d'actions en fait, qui sont mises en place pour lutter contre le racisme, mais qu'au final, il y en a, on le remarque qu'il est plus présent. C'est ça en fait la vraie question qu'on veut se poser aujourd'hui. Donc, si tu as une réponse. Pardon, juste pour revenir sur ce que disait Yoann sur les tweets. Moi, par exemple, il y avait aussi le tweet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le tweet un bon juif qu'il y avait sur Twitter. Moi, au début, le hashtag un bon juif, pardon, au début c'était. Peut-être on ne se rend pas forcément compte, au début c'était un truc pour. Les gens ils rigolaient entre eux, c'était pas forcément raciste. Mais après, les personnes qui sont touchées ne voient pas forcément les mêmes choses de la même manière. Les gens ne se rendaient pas compte, c'était vachement, et ça a pris beaucoup d'ampleur. Et les jeunesses, une association juive a dû intervenir auprès de la société Twitter pour interdire ce hashtag. Je pense que, selon moi, je ne trouve pas qu'il y a forcément une recrudescence du racisme, puisqu'avec les moyens qu'on a actuellement, comme Twitter, Facebook, pas mal de réseaux sociaux qui sont mis en place, le message il se diffuse plus vite. On va dire, on met une phrase en une minute, des milliers, de millions de personnes vont le voir et vont le relayer. Ça fait que le racisme, il se diffuse encore plus vite qu'avant. Du racisme, il y en a toujours eu en France, on ne va pas se mentir. Le racisme n'a pas débuté qu'avec l'affaire Toubira ou comme j'ai dit avec Miss France. Il y en a toujours eu, jusque maintenant, il est beaucoup plus visible. Les gens se cachent plus en fait pour le dire. Moi, c'était pour un peu dire sur ce qu'elle vient de dire. C'est vrai qu'il a toujours existé, mais qu'aujourd'hui, avec on va dire, les actuels problèmes qu'il y a, au lieu de montrer les vrais problèmes, que ce soit par exemple la crise financière, l'économie ou d'autres problèmes, l'éducation par exemple, on met beaucoup plus en avant le racisme pour pointer, on va dire, d'autres problèmes beaucoup moins importants, en disant que, entre guillemets, c'est l'étranger qui crée ou qui est la cause de ces problèmes-là. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Et qu'en fait, c'est un tout. En fait, c'est pas forcément seulement les étrangers qui en sont la cause. Il faut savoir qu'il y a dans le pays, il y a des étrangers qui occupent les premières places et les premiers rôles. Donc il ne faudrait pas tout aussi mélanger. Donc c'est une stratégie politique alors? Je pense que politique, oui et non, parce que on va dire que pour les politiques, ça les dédouane pas mal de pointer. C'est facile de pointer quand même les étrangers du temps en disant que c'est les étrangers qui viennent prendre la place des travailleurs français ou qui viennent, on va dire, profiter du système. Ça, je trouve que c'est assez facile. Il faut savoir aussi qu'il y a des Français qui profitent du système. Il y a des Français de pure souche qui ont toujours vécu ici, qui profitent des allocations, qui profitent du RSA, du RMI et d'autres subventions. Donc, je pense pas vous rebondir. Non, c'est juste par rapport à ça. On dit oui, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est vrai que les étrangers font du sale boulot, les vrais Français, si on regarde bien ce qui se passe. Je suis bien d'accord que oui, voilà, ils prennent leur place, machin et tout ça. Mais si les Français ne font pas ça, qui le fera à leur place? Pourquoi ça serait forcément les Français feraient le bon boulot et les autres feraient le mauvais? C'est le truc là, c'est tous ceux qui sont français, sont pas forcément dans la tête on dit français font le bon boulot, c'est forcément les blancs font le bon boulot. C'est revenir au point de départ. Il faut enlever ça, c'est tu fais des études, que tu sois français ou pas français, que tu sois chinois, que tu viennes, quel que soit l'endroit d'où tu viennes, tu fais des études, tu mérites quelque chose, si tu le mérites, tu l'as. Et c'est pas parce que ton nom signifie que tu es d'ailleurs, que ta culture est autre que celle de la France, que du Moyen-Âge, tout ce que tu veux. Je pense pas que c'est ce que tu as voulu dire. Tu as voulu dire que même si on était étranger et qu'on faisait des études, on aurait plus de difficultés à accéder à un poste de haute responsabilité. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Après, c'est vrai que toi, tu as un contre-exemple en tant que arrive aux ELMAC, etc. On a quand même réussi à. Bien sûr.
Excusez-moi, moi je suis très bien dans ma vie. Alors en fait, moi je pense qu'il y a une recrudescence du racisme en France, je vais m'expliquer. Avant, on avait l'impression que le racisme se dirigeait vers les étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas français. Donc ça pouvait être aussi bien un blanc qu'un noir, qu'un arabe, que quelqu'un mexicain. Enfin, on avait l'impression que vraiment la France aux Français, c'est-à-dire ceux qui sont français peuvent profiter des largesses du système et tout, tandis que ceux qui n'ont pas français, tous ceux qui ne sont pas français n'ont pas le droit. Maintenant, en quoi je pense qu'il y a plus de racisme en France, c'est que de plus en plus, on a l'impression que être français c'est une apparence. C'est-à-dire que on peut être n'importe qui aujourd'hui peut nous dire non, toi t'es pas français par rapport aux origines, à la couleur de peau ou à la culture. C'est comme ça qu'on a l'impression en France que par exemple être musulman c'est pas français. On dit souvent que par exemple ne serait-ce que par exemple l'affaire de quand il y a plusieurs traitements de l'information, par exemple Mohamed Merah, ou le Français qui avait tué quelqu'un, qui avait poignardé quelqu'un à la Défense. Quand on nous parle de leur religion, on a tout le temps l'impression que c'est pas des Français, on se dit c'est des Arabes, parce que maintenant il faut avouer que dans les médias, musulman égale arabe, il n'existe pas qu'un musulman peut être un noir, ou même un Mexicain, ou même un Indien, ça existe aussi, il faut pas l'oublier. Et même pour Miss France elle est métissée, elle a beau avoir la nationalité française, mais elle est quand même pas considérée comme française, juste parce qu'elle est métisse. Et c'est inquiétant, donc c'est pour ça que je pense que... Moi, rien que par rapport à ce que tu as dit sur la reconnaissance ou non du racisme en France, comme on le sait, ça existe. Mais le problème, c'est que il y a, dans chaque catégorie, il y a des degrés. Dans l'éducation nationale, on sait très bien que, par exemple, les enfants d'étrangers qui sont en banlieue, qui ont besoin de beaucoup plus d'attention que les autres personnes. Que d'autres personnes qui sont nées par exemple dans les lieux chics ou quoi que ce soit, il y a toujours cette différence-là. Mais ces personnes-là qui se disent oui, moi je suis là à l'école, mon prof ne prend pas trop d'attention pour me donner justement des cours comme les de nos autres. On lui dit non, tu prends la position de la victime, tu dis ça parce que tu as juste des mauvaises notes, parce que tu es... Voilà quoi. Et il y a une autre personne qui est là qui dit non, il n'y a pas de racisme, quand je fais ça, je l'ai. Voilà, après, maintenant ce que je veux dire c'est que c'est même pas s'il y a la reconnaissance du racisme ou pas, parce qu'on sait que c'est une réalité, mais c'est l'importance qu'on donne justement à ce racisme-là. Là aujourd'hui, on pointe le doigt sur ce racisme parce qu'il y a eu des événements qui ont justement pris une ampleur importante. Le fait de balancer une banane sur une personne ou sur une ministre, je trouve ça choquant. Si aujourd'hui on le fait, c'est parce que justement ces personnes-là ont trouvé les moyens par la crise ou par justement la situation politique en France pour justement se justifier en disant oui, si on arrive à là, c'est à cause d'eux, qu'il y a peut-être 5 ans, il y avait du racisme, mais personne n'osait montrer vraiment son réel visage. Aujourd'hui, il y a notre système politique, il y a le côté gauche, le côté droite. On sait très bien, on pense aussi quand les gens qui sont de droite, ils sont contre les étrangers. Quand ils sont de gauche, ils sont pour les étrangers. Voilà quoi, c'est chacun prend une position. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le racisme. Pas besoin de dire qu'ici il y a le racisme ou pas, pas besoin de dire il faut reconnaître le racisme ou pas. C'est l'importance qu'on donne justement à ces actes-là et ce qu'on veut faire justement pour contrer ces actes. Donc, selon toi, il faudrait ignorer? C'est pas ignorer, c'est que c'est la réalité. Oui, cette réalité, elle existe. Oui. Après, on peut pas. Je ne sais pas pour toi ou pour vous, comment vous voyez, mais moi, qui est moi-même de appartenance, je suis français, je suis entier, donc je suis à mi-chemin entre le bon français, voilà. Mais j'ai pas envie que mes enfants ou d'autres me disent oui, donc voilà, ton fils est noir, donc il peut pas. Hier soir encore, c'est un peu personnel, réel. Je cherchais le temps de ma petite sœur. La prof, qui est antillaise elle-même, me dit dis à ma petite sœur devant moi, tu as déjà ça, tu as déjà la peau noire, il faut que tu fasses plus que les autres. Faudrait qu'on arrive, peut-être, je sais pas, à trouver une solution. Pourquoi on devrait faire plus que les autres? Parce qu'on n'est pas français, parce qu'on n'a pas cette couleur de peau. Et c'est pas contre les blancs qu'on dit ça. Il faut bien mettre en avant le fait qu'on veut être tous ensemble. On devait avoir aujourd'hui un invité d'une association qui n'a pas pu venir, leur expliquer que aujourd'hui, faut être cosmopolite. On est cosmopolite. C'est-à-dire, tu es d'origine tant, tu es d'origine tant, mais on est tous pareils. Aujourd'hui, on parle tous anglais. On va tous parler chinois à un moment ou à un autre parce qu'il faudra parler chinois. Il n'y a plus de
toi tu viens de là, t'es moins bon, ou que ce soit. Il faudrait trouver une solution. Donc peut-être que certains ont quelque chose à dire. Il y a Axel qui veut intervenir là-bas. En gros, moi ce que je pense par rapport au débat sur le racisme, si la situation politique de la France aujourd'hui elle est là où elle en est, si la situation politique de la France elle est là où elle en est aujourd'hui, c'est la faute des médias. C'est les médias qui relèguent en priorité, par exemple, je vais parler de jeune de l'extrême gauche qui a été tué, ça date d'il y a quelques mois. On l'a positionné comme une victime. Dès qu'il y a des histoires, entre guillemets, avec les Arabes ou les Noirs, comme il le dit si bien à la télé, c'est tout de suite mis en avant et c'est directement sur les clichés. Après, il y a eu dernièrement à Marseille, dans un département aux alentours, il y a eu des élections et c'est le FN qui est passé devant. C'était la première info dont les médias nous parlaient. Donc les gens trouvent ça banal d'être affiliés au Front National. Les gens ils voient que voilà, il y a un ras-le-bol général et ils sont influencés par les médias et ils adoptent ce comportement raciste qu'il y a contre soi-disant les étrangers, alors que c'est les étrangers qui ont aidé à construire la France. Tu n'as pas l'air d'accord? Non, c'est moi, j'ai pas menti. Mais il faut pas oublier, c'est que les médias sont là justement pour faire le lien entre ce qui se passe le long de nous et ce que nous on veut savoir et ce qui peut se passer entre nous. Ok, les médias mettent le doigt là-dessus, mais s'ils ne mettaient pas le doigt justement sur ces problèmes-là, vous pensez qu'on serait au courant de quoi que ce soit? Vous pensez que si justement ces personnes-là... Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, les médias font toujours des fixettes sur quelque chose. On dit qu'il y a une montée de l'extrême droite. On sait même pas, on n'a pas vraiment les chiffres à chaque fois, on ne le sait pas si c'est vrai, mais pourquoi on le pense? Parce que les médias ne parlent que de ça. Si les médias te font parler que d'un sujet précis, tu vas directement voir ce truc-là sans chercher autour. Toi, par exemple, je te donne un exemple. Tu veux savoir quelque chose, tu vas lire ton journal, tu vas avoir tes informations. Est-ce que tu vas chercher ailleurs voir si cette information est vraie? Oui, mais là encore. Par exemple, oui ou non? Réponds juste. Par exemple, j'irai pas voir. Non, tu vois, et justement, c'est le rôle des médias, c'est qu'ils font une fixette sur quelque chose, tout le monde va y croire, et du coup, oui, mais là on y encore, croit. tu viens ça de dire là. Les médias, c'est pas le média, c'est-à-dire il n'y a pas une seule personne qui parle, c'est plusieurs voix qui parlent. Et ces plusieurs voix, ils ont des points de vue. Par exemple, je sais pas, le Parisien va dire une telle chose, il va traiter cette information d'une certaine façon, et le Libération va traiter d'une personne. Voilà, après, les médias vont donner l'information. Les médias donnent l'information. Après, le chef de rédaction, lui, il va prendre un point de vue. C'est son point de vue à lui. C'est pour ça que ce sont des personnes. Voilà, c'est le point de vue des personnes. Donc c'est bien ce que je te dis. C'est comment nous on veut déjà recevoir l'information et comment nous on veut le traiter autour de nous. Excuse-moi. Vous savez. Je suis d'accord avec ce que tu dis et tout, que les médias, ils ont différents bords, droite, gauche, extrême gauche, tout ça. Mais maintenant, moi, je vais juste te donner un exemple, c'est l'affaire de la menteuse du RERD. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est une femme qui s'est rendue au commissariat pour dire qu'elle avait été agressée par une demi-douzaine de personnes, dont des Arabes et des Noirs, qu'en bref, ils lui ont déchiré ses vêtements et qu'ils lui ont inscrit une croix gammée au marqueur ou au cutter. Donc, tous les médias se sont déchaînés sur cette histoire. C'était vraiment... sur un fond de conflit israélo-palestinien, tout ça, les juifs, c'est parce qu'en fait il s'avérait qu'ils l'ont agressée, selon ses dires, parce qu'elle était juive, voilà, je vais te dire. Et donc tous les médias se sont déchaînés sur cette histoire, tout ça, en jetant des pierres, on va dire, sur les communautés noires, musulmanes, arabes, tout ça. Et c'est avéré qu'en fait elle mentait, c'était pas vrai, et que c'est elle-même qui a déchiré ses propres vêtements et qui avait fait la croix gammée sur son ventre. Et il se trouve aussi que ce jour-là, elle n'était pas dans le RERD, mais elle était à la Wadipé en train de sangloter, parce qu'en fait, elle s'était fait larguer par son copain, et elle voulait avoir de l'attention. Donc ça, en fait, c'est pour te prouver que tous les médias en ont parlé. C'est pas parce qu'on est de droite ou de gauche. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que par exemple, s'il va y avoir un meurtre, ils vont tout de suite essayer de trouver une raison à pourquoi il a tué la personne. Avant de trouver une raison, avant que les policiers parlent, ils vont dire par exemple François, jeune français, a tué quelqu'un, il était de confession musulmane, ou il s'était rendu en Afghanistan dans ces derniers temps, ou des trucs comme ça. Et on n'a pas besoin de le dire. C'est pour te dire des fois, il faut en sorte quand une personne normale qui va dire ça, mais regarde, tu réfléchis directement à ça, parce que souvent ils vont mettre quoi? Nanana de confession tant, nanana d'origine tant. Sans parler de meurtre, parce qu'un meurtre pour moi ça reste un meurtre. Bien sûr. Quelles que soient tes convictions, pourquoi tu le fais, c'est un meurtre, bien sûr. C'est quand, par exemple, l'équipe de France de football gagne,
quand ils chantent la Marseillaise ensemble, Mamadou Sakho qui parle, Mamadou Sakho est français. Quand Patrice Evra va s'embrouiller, va au front avec telle ou telle personne d'origine sénégalaise. Voilà. Et c'est là le problème où on fixe le point, on met le point dessus, c'est pourquoi au moment où il fait entre guillemets des bêtises, parce qu'on les considère comme des enfants, ce sont des Français d'origine ou des originaires d'eux, etc. Alors que peut-être qu'il n'a jamais été au Sénégal, c'est pas très vrai. Je trouve qu'il a toujours vécu en France et il passe ses vacances en Espagne. Non mais je comprends très bien ce que vous dites, c'est que là encore une fois, vous parlez d'un point de vue. La façon dont tel journal va sortir le numéro. Non, c'est pas par rapport au point de vue du journal. On pourra très bien te le dire, comme la Libération pourra te le dire, c'est pas du tout ça ce qu'ils disent. C'est souvent qu'ils vont directement mettre la confession, l'origine de la personne, quand c'est pour des choses négatives, quand c'est pour des choses positives, directement nanana français. Non, par rapport à ça, là, je suis pas d'accord. Il vient de te donner un très bon exemple. Non, mais c'est comme Sarkozy qui reconnaît, qui dit Zidane, oui, c'est un Français, il représente. Mais quand il a fait son coup, quand il y a des problèmes, il a dit, voilà, il n'est pas français. Ça aussi, ça n'a rien à voir, c'est des personnes qui pensent quelque chose, mais quand c'est pour le bien de leur pays ou qui défendent justement leur point de vue ou qui est positif selon eux, d'accord, c'est normal qu'ils mettent en avant, oui, il est français, mais quand il va se passer quelque chose, pourquoi ils le mettent en avant qu'il est français quand je dis c'est normal, c'est sur le eux. Mais le problème c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas le boulanger du coin. J'aime bien les boulangers, j'adore m'acheter mon pain. Mais ils n'ont pas une influence. Ce que le boulanger dit, tout le monde s'en fiche. Mais ce que Nicolas Sarkozy dit, ex-avocat, président de la République, etc., ça a une importance, ça a une influence sur tout le monde. Les gens vont écouter en disant « Ah, si lui il a dit ça ». Donc oui, il y a la démocratie, tu as le droit de penser comme tu veux, tu as le droit de lire Nietzsche et tous les philosophes du monde. Mais après, les gens restent influés par les personnes qu'on voit. On voit telle personne qui parle, on écoute, on enregistre. Et nous on a peut-être cette chance de pouvoir penser par nous-mêmes. Parce qu'on fait des études, on cherche à comprendre par nous-mêmes. Il y a d'autres personnes autour de toi qui vont chercher à comprendre, qui avalent les informations à 8h du matin, qui se posent devant telle chaîne, à 13h devant telle chaîne et à 20h devant telle chaîne, ils vont dire écoute, aujourd'hui c'est passé ça, telle chose, bah voilà. C'est toujours les mêmes qu'on entend à la télé, parce que c'est eux qui font ça. Sarah, je te laisse conclure. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Johan. Je trouve qu'à l'heure actuelle, la France, c'est une France qui est multiculturelle, qui est une France qui est diversifiée. Il ne faut pas savoir je suis français parce que c'est plus une couleur de peau. Dire français, ça se résume plus à une couleur de peau ou à un nom de famille. Parce que cela n'existe plus en 2013. On va tous regarder, on a la fac, on a cette salle-là, il y a différentes couleurs. Je pense qu'il faut arrêter je ne vais pas dire que le racisme n'existe plus. Il ne faut pas stigmatiser, s'arrêter que sur ça. Au contraire, il faut avancer et il ne faut pas s'arrêter à des petits ignorants qui vont dire des choses, des sales noirs ou des sales arabes, des trucs vraiment insultants. Au contraire, il faut des gens intelligents qui avancent et qui font que la France, elle évolue et s'intéresser aux vrais problèmes comme le chômage qui n'arrête pas de grimper. On fait des études, par exemple, maintenant, on ne sait pas si on aura vraiment tous un travail. Il ne faut pas se limiter au racisme. Au contraire, il faut combattre ça avec l'éducation, l'école et le travail. C'est pour ça. Mais le truc, c'est comme je disais, c'est qu'il ne faut pas prendre seulement les médias. Et que comme toi, tu viens de le dire, tu vois, il y a aussi d'autres problèmes qui sont importants. Mais voilà, dire que oui, c'est à cause des médias qu'on nous parle, non. Parce que si les médias ne parlaient pas, nous, on n'aurait pas vu ça. On n'aurait pas vu que oui, aujourd'hui, il y a le racisme. Aujourd'hui, c'est le racisme qu'on a juste tous les jours, quotidien. Il y a une seconde de Renoir ici. Il y a une seconde de... Pardon, faut pas dire que ce sont les médias. C'est toi, ce que dit, c'est l'éducation, le travail et les études. Ça doit d'avoir ta culture et de dire que... Voilà, c'est pour te dire, on parle le temps, donc on doit... Moi, je vous propose de continuer ça sur le site. Et pour conclure, voilà, les gens qui sont battus, pour que tout le monde soit égaux, on a pensé sur Mandela, il y a peu de temps. Donc, pour savoir pourquoi et comment, peut-être allez vous renseigner sur son histoire. Sinon, il y a le site radio-.nif/13. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on a pu dire et toutes les informations possibles pour lutter contre le racisme qui sont diffusées sur le site en audio et en vidéo. Donc, merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Treizième monde, et si on s'écoutait parler?